J'ai une question à vous poser. Est-ce que ceci vous est déjà arrivé? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui suit? Je t'assure que je ne voulais pas me comporter comme ça. Et je ne voulais pas lui parler de cette façon-là, lui dire ce que je lui ai dit, c'est complètement fou. Mais voilà, c'est sorti comme ça, ça a été plus fort que moi, j'avais aucun contrôle sur ce que je disais. Et évidemment, ça a foutu en l'air notre relation, ça c'est évident. Mais c'était plus fort que moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Franchement, j'ai pas compris. Vous est-il déjà arrivé de constater que vos comportements relationnels ou que votre façon de communiquer vous échappait totalement, comme vous l'avez vu à l'instant? Si c'est le cas, je vous invite chaleureusement à suivre attentivement cette vidéo de formation gratuite que j'ai préparée à votre attention pour en finir avec l'inconscience relationnelle. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 5 vidéos de formation gratuite que j'ai préparées à votre attention dans le cadre du prochain lancement de l'Académie des relations authentiques. Je suis Jean-Jacques Revker, auteur, formateur et conférencier international depuis 1989 et l'heureux fondateur de plusieurs académies de formation, l'Académie de la vie en mouvement, l'Académie de la vie consciente, l'Académie de la santé intégrale et plus particulièrement ce qui nous occupe actuellement, c'est l'Académie des relations authentiques dont la prochaine rentrée académique pour la prochaine cohorte aura lieu dans quelques semaines. Alors, je suis vraiment très heureux de vous proposer cette nouvelle série de vidéos que j'ai pris beaucoup de temps à préparer en me demandant, mais dans le contexte actuel que nous vivons, qu'est-ce qui serait le plus utile pour vous, même si vous ne vous inscrivez pas au programme approfondi de l'Académie des relations authentiques? Et c'est là que m'est venue cette idée d'une série de 5 vidéos dont le but est le suivant. Le but, en fait, c'est de mieux comprendre les principales dimensions inconscientes qui sont à l'œuvre dans les relations interpersonnelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette dimension inconsciente, d'abord, elle met la plupart du temps en échec les tentatives que nous faisons pour améliorer nos relations. En fait, la plupart des êtres humains ont les meilleures intentions les uns vis-à-vis des autres lorsqu'ils veulent faire un bout de chemin, que ce soit un bout de chemin amoureux, un bout de chemin professionnel, que ce soit aussi au sein des familles. En fait, la chose qu'on souhaite le plus, c'est de réussir à avoir des relations authentiques, respectueuses, constructives, positives, agréables. Et pourtant, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Parfois, les choses sortent toutes croches de notre bouche, comme on dit ici au Québec, et on le regrette par la suite, parce que, évidemment, une fois que c'est sorti, parfois ça fait des dégâts qui sont difficilement réversibles. Et pourquoi est-ce que ça nous arrive? Parce que simplement, il y a un certain nombre de dimensions inconscientes qui sont à l'œuvre dans nos relations interpersonnelles. Et si nous ne sommes pas capables d'identifier, de débusquer ces dimensions inconscientes, eh bien, on va continuer à reproduire des échecs dans nos tentatives de construire des relations. Donc en fait, c'est ça le but de cette série de 5 vidéos que j'ai préparées à votre attention et qui, je pense, vous sera très utile. L'autre raison pour laquelle cette série me paraît tout à fait utile, c'est que ces dimensions inconscientes dans les relations interpersonnelles rendent la plupart du temps inefficaces les approches de communication.
Alors ça peut vous paraître bizarre parce que vous avez probablement, un certain nombre d'entre vous, vous avez peut-être suivi des séminaires avec Jacques Salomé, avec la méthode ESPER, vous avez probablement suivi des séminaires en communication non violente, vous avez peut-être suivi, si vous êtes plus âgé, des séminaires de la méthode de Carl Rogers ou la méthode du docteur Thomas Gordon avec parents efficaces ou communication efficace, etc. Donc en fait, vous avez peut-être suivi des séminaires de formation, mais soyons honnêtes un instant. Est-ce que tous ces séminaires de communication, tous ces ateliers de communication que vous avez suivis, tous ces livres que vous avez lus, est-ce que ça vous a vraiment permis de débusquer et de désamorcer cette dimension inconsciente qui peut s'aborder et saboter vos relations et la qualité de vos relations interpersonnelles? Et si je vous dis ça, c'est parce que je vous parle d'expérience. Moi-même, en tant que formateur professionnel, j'ai enseigné l'approche du docteur Thomas Gordon, j'ai enseigné l'approche de la communication non violente, et je me suis rendu compte que, à l'époque où je n'enseignais que ça, eh bien, non seulement ça ne fonctionnait pas pour les participants qui avaient pourtant adoré la formation que je leur avais donnée, mais en plus, ça dégradait davantage et plus vite la qualité de leur relation lorsqu'ils mettaient en application les outils de communication interpersonnelle. Et c'est là où j'ai dû apporter une autre approche qui est la dynamique relationnelle systémique, qui tient compte à ce niveau-là de la dimension inconsciente qui, je dirais, sabote et saborde la plupart du temps tous nos efforts. Alors, l'objectif de cette première vidéo, qui s'intitule donc « En finir avec l'inconscience relationnelle », eh bien, c'est d'identifier 9 processus de sabordage et de sabotage de nos relations interpersonnelles afin, évidemment, de les débusquer et de les désamorcer. Évidemment, je pense qu'il y a encore plus que 9 processus, mais vous allez voir que déjà, avec 9 processus que je vais vous exposer dans les prochaines minutes, vous allez avoir pas mal de travail, de débusquage à faire dans votre propre relation. Alors, quelques recommandations avant de commencer. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de considérer que cette série de 5 vidéos que j'ai préparées à votre attention, c'est le début du programme de l'Académie des relations authentiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que je ne vais pas refaire ou redonner dans le cadre du programme approfondi de l'Académie des relations authentiques. Donc en fait, considérez vraiment que c'est le début du programme. Et si vous vous arrêtez après ces 5 vidéos, eh bien, je dirais tant mieux pour vous, parce que vous aurez pu engranger un certain nombre de conseils, engranger un certain nombre d'informations qui vous permettront déjà de mieux gérer la dynamique de vos relations. Et si vous poursuivez avec moi dans le programme approfondi, eh bien, vous aurez déjà eu une première mise en bouche qui vous sera utile pour mieux comprendre tout ce que je vais vous proposer par la suite. Alors, deuxième recommandation, c'est, eh bien, prenez un nouveau carnet. Donc, ne prenez pas des feuilles volantes, prenez un nouveau carnet et n'écrivez que sur les pages de droite. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi je vous invite à ne noter que sur les pages de droite et de laisser vierges les pages de gauche. Troisième recommandation, c'est que je vous invite vraiment, pendant que vous m'écouterez, à surtout faire des liens avec votre propre réalité. C'est-à-dire tout de suite de dire « Ah oui, mais ça me parle. Ah, mais là je comprends pourquoi avec Sidonie, les choses se sont mal passées. Ah, je comprends pourquoi avec ma femme, pourquoi avec mon mari, les choses se sont dégradées à un moment donné. Je comprends pourquoi ça a clashé avec ma fille dernièrement, etc. etc. » Donc en fait, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause chaque fois que vous en aurez besoin pour prendre note des liens que vous pourriez faire avec votre vécu. Et ces notes supplémentaires, vous pourriez déjà les mettre sur les pages de gauche. En fait, c'est une des utilités des pages de gauche, c'est de noter rapidement
de dire, ok, ce qui s'est passé avec Germaine, eh bien, vous le notez en face des notes que vous prendrez sur les pages de droite. Autre recommandation encore, c'est, et ça je le dis depuis 35 ans maintenant, depuis que je suis formateur professionnel, j'ai toujours dit aux personnes qui venaient m'écouter en conférence ou en séminaire, ne me croyez pas sur parole. Je ne détiens absolument aucune vérité universelle, simplement je détiens ma vérité. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter ce qui résonne à l'intérieur de vous et surtout de tester ce que je vous aurais dit aujourd'hui, ce que je vous aurais donné comme conseil pour voir si effectivement ce que je vous raconte, c'est de la bullshit ou si au contraire, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être mis en application et d'être pris en considération. Dernière recommandation, mais ça je vous le redemanderai à la fin de cette vidéo, c'est que si cette vidéo vous a fait réfléchir et vous a aidé, eh bien je vous remercie à l'avance de partager, de penser à partager cette vidéo avec des personnes choisies de votre entourage. Donc n'envoyez pas ça à tout votre carnet d'adresses, mais pensez à quelques personnes qui vraiment pourraient être intéressées par les propos que j'aurais tenus aujourd'hui et qui pourraient bénéficier de ces propos. Voilà. Donc, si vous voulez bien maintenant, nous passons au chapitre suivant. Avant de vous faire découvrir les 9 processus de sabordage et de sabotage, je voulais quand même faire un petit détour historique sur les origines de mon approche que j'ai intitulée la dynamique relationnelle systémique. En fait, tout a commencé le jour de mon premier mariage, le 11 septembre 1982. Vous voyez, j'étais avec Ananou Tiran et nous étions là en train d'écouter le cabaret que nos amis nous avaient préparé à l'occasion de notre mariage. Nous étions vraiment très heureux de pouvoir nous marier. Ça faisait 2 ans qu'on se fréquentait. Vraiment, il y avait une harmonie presque parfaite entre nous. Et vraiment, pour nous, ce mariage était quelque chose de très très important. Sauf que le lendemain de notre mariage, et ça, il nous a fallu des années pour comprendre pourquoi ça nous était arrivé, j'ai eu le sentiment d'avoir une femme qui n'était pas du tout celle que j'avais épousée la veille. Et elle m'a avoué par la suite qu'elle n'avait plus du tout l'impression d'avoir en face d'elle l'homme qu'elle avait épousé la veille. En fait, tous les deux, nous sommes entrés, nous avons basculé dans un mode de relation et un mode de communication qui n'avait plus rien à voir avec ce que nous étions la veille du 11 septembre 1982, c'est-à-dire la date de notre mariage. Et à partir de là, notre relation est devenue très rapidement un enfer relationnel. À un tel point que le 6 décembre 1982, c'est-à-dire moins de 3 mois après notre mariage, elle avait rappelé ses parents et nous étions au bord du divorce. Alors, finalement, nous avons décidé de rester ensemble et finalement, nous avons cheminé pendant 24 ans ensemble, mais nous avons été quand même très choqués de constater qu'en 3 mois de temps, nous avions été capables de détruire la qualité de nos relations, alors que nous avions évidemment les meilleures intentions du monde. Donc c'est là où nous nous sommes posé cette question, et la question c'était, mais pourquoi et comment, malgré les meilleures intentions du monde, on en arrive à détruire la qualité de nos relations? Alors, je ne rentre pas dans les détails de ce que nous avons fait, mais comme nous étions scientifiques tous les deux, nous avons pris la décision, de ne pas nous séparer, parce que ce que nous avions vécu pendant les 2 années précédant notre mariage était tellement fort, était tellement beau, était tellement profond, même sur le plan spirituel, qu'il n'était pas question pour nous de nous séparer parce que nous avions manqué de savoir dire et de savoir vivre l'un vis-à-vis de l'autre pendant 3 mois. On se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de transformer notre couple en laboratoire expérimental. Ben oui, on était tous les deux scientifiques de formation et on s'est dit, apprenons à nous auto-observer
quand nous sommes en relation l'un avec l'autre et surtout lorsque la relation ou la communication est en train de déraper. Donc, soyons observateurs de notre dynamique relationnelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la méthode que j'enseigne maintenant, c'est la dynamique relationnelle systémique. Pourquoi systémique? Parce que, en fait, nous sommes dans un système, c'est-à-dire que chacun va influencer le comportement de l'autre et l'autre va influencer le comportement de l'un en retour. Donc, en fait, on est dans une dynamique systémique. Et nous avons donc passé 6 ans de notre vie, depuis début 1983 jusqu'au début 1989, à débusquer tous les pièges que nos inconscients respectifs mettaient en œuvre pour s'aborder et pour saboter la relation interpersonnelle entre nous, malgré le fait que nous avions les meilleures intentions du monde, l'un vis-à-vis de l'autre, bien entendu. Et c'est comme ça que je suis devenu formateur en dynamique relationnelle systémique à partir de 1989. Alors, évidemment, j'ai commencé à donner des formations qui ont tout de suite eu énormément de succès parce que les gens disaient « mais en fait, on n'a jamais entendu ça dans les séminaires de communication que nous avons suivis jusqu'à présent ». Donc, en fait, mes séminaires se remplissaient vraiment par le bouche à oreille. J'ai proposé cette approche aussi dans le monde des entreprises et là aussi, je n'ai jamais eu besoin de faire de la publicité parce que les gens disaient « mais en fait, on n'a jamais entendu parler de ça. Venez chez nous parce qu'on a des gros problèmes de manipulation, de jeux de pouvoir, etc., qui abîment l'ambiance dans l'entreprise et qui rendent une partie du personnel inefficace parce qu'ils sont dans des conflits d'ego, dans des conflits de pouvoir permanents. Et finalement, ce sont mes premiers participants qui m'ont poussé à rédiger un livre pour mettre par écrit le résultat de toute cette recherche que nous avions faite ensemble, Ananou et moi. Et donc, c'est comme ça que, en 93, j'ai sorti un livre qui s'intitulait « De l'amour du pouvoir à la puissance de l'amour ». C'était en octobre 93. Alors, par la suite, beaucoup de personnes nous ont dit « ouais, mais c'est un peu difficile à retenir comme titre, essayez d'avoir un titre plus court ». Donc, c'est comme ça qu'en 97, on a fait une réédition avec un nouveau titre qui était « Relations et jeux de pouvoir ». Puis, on me reprochait aussi de tutoyer le lecteur, donc du coup je l'ai revouvoyé. En 2000, les éditions Jouvence nous ont proposé de racheter notre maison d'édition et de continuer à faire la promotion, ce qui a fait effectivement que ce livre qui a vraiment été considéré comme un livre de référence sur les jeux de pouvoir et de manipulation est devenu un véritable best-seller. En 2021, on a fait la Xème réimpression de ce livre Relations et jeux de pouvoir dans une nouvelle mouture, ce qui fait que c'est un livre qui existe depuis 31 ans et je pense qu'il a encore de très beaux jours devant lui. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que c'est important et en quoi ce serait important pour vous de vous intéresser à la dimension ou les dimensions inconscientes qui sont à l'œuvre dans vos relations interpersonnelles? Eh bien, moi, je vois essentiellement 4 raisons. Première raison, c'est pour que votre vie reflète vos valeurs, tout simplement. C'est-à-dire pour que votre façon de vous comporter soit le reflet de vos aspirations, de votre éthique, de vos valeurs. Parce qu'évidemment, si vous avez des belles intentions, des belles valeurs de communication et de relation, mais que chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un, vous apparaissez comme un goujat ou comme quelqu'un qui est maladroit sur le plan relationnel ou qui est carrément abject ou irrespectueux, c'est clair que vous allez souffrir de l'écart et du gouffre qui peut exister entre vos belles aspirations, vos belles valeurs d'une part, et d'autre part, la manière dont vous vous comportez concrètement. Et je pense que c'est vraiment à travers ce travail de débuscage, je sais que c'est un mot qui n'existe pas en français, mais peu importe, le fait de débusquer ces dimensions inconscientes, c'est ça qui va vous rapprocher de plus en plus de votre idéal de communication et de relation. Deuxième chose, deuxième raison, c'est que
et ça j'en ai fait l'expérience évidemment à travers toute ma recherche, c'est pour que vous ne soyez plus le jouet de la manipulation de votre inconscient, mais de la manipulation aussi des autres et de la manipulation des gens de pouvoir à travers les stratégies d'ingénierie sociale. Donc ça, c'est clair que plus vous allez être au fait des dimensions inconscientes des phénomènes de communication et de phénomènes de relations interpersonnelles, eh bien, moins vous serez le jouet de la manipulation de votre propre inconscient, mais aussi, évidemment, des tentatives de jeu de pouvoir de la part des autres ou des tentatives de manipulation de masse à travers l'ingénierie sociale. Troisième raison pour laquelle il me paraît important que vous vous intéressiez à la dimension inconsciente, c'est pour que vous cessiez de manipuler sans le savoir et sans le vouloir. Parce que ça, c'est peut-être l'aspect le plus choquant, c'est que on se dit, ouais, en fait, je ne veux plus être manipulé par les autres, hein, et il y a énormément de bouquins qui vous enseignent comment déjouer les manipulateurs, mais il y a peu de bouquins qui vous enseignent comment ne plus être vous-même manipulateur et quelqu'un qui va détruire lui-même la qualité des relations avec l'autre. Et je dirais c'est d'autant plus important que, en réalité, quand vous suivez les conseils d'autres livres, comme par exemple Les manipulateurs sont parmi nous, les livres sur les pervers narcissiques, etc., c'est une catastrophe ces livres. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, ça vous met en situation d'être plus blanc que blanc et ça vous donne des clés pour essayer de débusquer toutes les stratégies de ces méchants manipulateurs, de ces pervers narcissiques, etc. Sans vous rendre compte que à partir du moment où vous essayez de contrer les tentatives de manipulation consciente ou inconsciente de l'autre, vous ne faites qu'alimenter et que renforcer les stratégies que l'autre va jouer vis-à-vis de vous. Et donc finalement, ça ne va faire que renforcer la dynamique systémique. C'est pour ça que je vous parle de dimension systémique. Et c'est ça, une des grandes caractéristiques de mon enseignement, c'est que si vous ne faites pas d'abord le travail de ménage dans votre façon de communiquer avec l'autre, dans votre façon d'entrer en relation avec l'autre, eh bien, sans le vouloir et sans le savoir, en voulant faire arrêter le jeu de l'autre, vous n'allez faire que le renforcer et qu'aggraver la situation dont vous êtes victime par ailleurs. Ça va ? Donc, en fait, c'est vraiment ça, pour moi, le point le plus essentiel de la démarche de la dynamique relationnelle systémique. C'est de se rendre compte que c'est pas en essayant de contrer ce que l'autre essaye de faire avec moi que je vais avoir quelque chose de plus satisfaisant. Au contraire, je ne vais faire qu'aggraver la situation. Dernière raison pour laquelle ce serait, à mon avis, important de s'intéresser à cela, c'est pour que votre apprentissage d'autres théories de communication que vous auriez éventuellement déjà suivies vous serve enfin. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de vous proposer ne remet pas du tout en question la communication non violente, l'approche de Jacques Salomé avec la méthode Esper, ne met pas en question non plus parents efficaces, communication efficace du docteur Thomas Gordon, l'analyse transactionnelle, etc., etc. Non, mais toutes ces dimensions ne tiennent pas compte explicitement de la dimension inconsciente et ne vous donne pas des outils pour justement désamorcer ces dimensions inconscientes. Et comme le dit Carl Gustav Jung, tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience, donc tout ce qui sera resté dans notre inconscient, ou tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience de ce qui se passe dans l'interaction avec l'autre, entre l'autre et moi, eh bien tout cela se manifestera dans votre vie comme le destin ou la fatalité. Et effectivement, c'est ce que j'ai vécu dans mon premier mariage, dans les 3 premiers mois de relation après le mariage, c'était devenu un enfer. Et évidemment, au départ, je me disais, mais quelle fatalité nous est tombée dessus? Alors qu'en réalité, c'est tout simplement parce que je n'avais pas ramené à la conscience, parce que nous n'avions pas ramené à la conscience ce que nous faisions sans le savoir et sans le vouloir, et qui sabordait et sabotait la qualité de notre relation. Voilà.
Je pense que maintenant, nous sommes prêts pour découvrir les 9 processus de sabordage et de sabotage des relations. Je vais commencer par le commencement, parce que je dirais le premier processus de sabordage et de sabotage de la qualité de nos relations, c'est notre difficulté à allumer notre caméra pour nous auto-observer et pour observer la relation que nous entretenons avec l'autre. En fait, c'est véritablement ça que nous avons fait et qui a sauvé notre relation. Alors, bon, vous allez me dire, oui, mais enfin, tu as quand même divorcé après 24 ans. Oui, d'accord, mais nous nous sommes séparés en de très bons termes, mais parce que tout simplement, nous n'avions plus du tout les mêmes visions au niveau de notre vie professionnelle, et par respect pour la destinée de chacun, nous avons décidé de nous séparer pour chacun poursuivre notre mission de vie. Hein. Et ça a toujours été d'ailleurs quelque chose qui était très clair entre nous, c'est qu'à partir du moment où le couple devenait un obstacle pour la réalisation de la mission de vie de l'un et ou de l'autre, eh bien, la mission de vie, c'est-à-dire notre axe de vie, notre raison d'être sur Terre, prenait le pas et était prioritaire par rapport au fait de continuer à vivre en couple. Bon, mais je dirais, notre relation est restée excellente. La preuve, c'est que Anna Noutiran retravaille avec moi au sein de mon entreprise depuis 5 ans et demi maintenant, et nous avons énormément de plaisir et de bonheur à travailler ensemble. Voilà. Bon, donc, cette parenthèse personnelle étant faite, je dirais, c'est vraiment à partir du moment où vous serez capable de vous auto-observer et d'observer, de lire la dynamique relationnelle qui existe entre vous et les autres, que vous allez être capable de ne plus être le jouet de votre inconscient et des forces inconscientes qui sont à l'œuvre. D'accord ? Et c'est une des choses que je vais vous apprendre dans le 2e module du programme approfondi de l'Académie des relations authentiques, c'est apprendre à lire les relations. Hein ? Comme je le dis très souvent, comment pouvez-vous corriger les fautes de grammaire ou d'orthographe dans un texte si vous n'êtes même pas capable de lire? Même chose, comment voulez-vous être capable de corriger les fautes de grammaire ou d'orthographe relationnelles si vous n'êtes pas capable de lire vos relations? Deuxième piège, je dirais, deuxième processus de sabordage et de sabotage potentiel, c'est notre focalisation sur les mots utilisés qui ne représentent que 7% des informations échangées. Hein, on croit très souvent que il suffit d'utiliser les bons mots pour avoir une bonne relation. Oui, mais regardez, les mots utilisés, d'après certaines théories de communication, ne représentent que 7% des informations que je vais échanger avec vous. Alors, c'est quoi les autres informations que je vais échanger avec vous et qui sont portées par autre chose que les mots que je suis en train de prononcer et que j'ai choisis? Eh bien, il y a l'intonation, il y a donc mon intonation, le rythme auquel je parle, la hauteur de ma voix, le timbre de ma voix, etc. Ça représente 38% en moyenne. Et il y a aussi 55% qui est le non-verbal, c'est-à-dire ma posture corporelle, hein, et la manière dont je vous regarde. Allez, je vais vous donner un exemple. Bonjour, je suis un expert en communication et une des choses que je vais vous apprendre, c'est à être plus sûr de vous pour établir les relations dont vous rêvez. Et vous savez, vous pouvez vraiment me faire confiance. J'ai aidé des milliers de personnes à avoir confiance en elles, vous voyez, et à être dans des relations franches, dans des relations
respectueuse, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Et donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à ma formation. Vous ne le regrettez pas. Bon. Mon Dieu. Non, mais n'empêche qu'il y a des hommes politiques parfois qui parlent de cette façon-là. Et puis on se dit, mais attendez, comment est-ce qu'ils ont été élus, ces gens-là, hein, donc, vous vous rendez compte que le fait que ma posture corporelle n'était pas du tout ancrée, le fait que je ne vous regarde pas, le fait de la voix, l'intonation, le rythme auquel ma gestuelle, etc., tout ça, évidemment, ce sont des informations que je suis en train de vous envoyer, alors que si je vous disais exactement la même chose, bon, j'ai pas retenu ce que je vous ai dit, mais si je vous disais bonjour, je suis spécialiste des relations interpersonnelles, de la gestion des relations interpersonnelles, et une des choses que je voudrais vous enseigner, c'est d'avoir confiance en vous et d'établir les relations avec la qualité à laquelle vous aspirez pour construire des relations authentiques et respectueuses. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire au programme approfondi de l'Académie des relations authentiques. J'ai quasiment dit les mêmes mots, mais vous vous rendez compte que le non-verbal, l'intonation, etc., tout ça, c'était très différent. Eh bien, ça, ce sont aussi des choses que, évidemment, je vais vous apprendre dans le programme de l'Académie des relations authentiques. Mais même si vous ne faites pas le programme, à nouveau, je vous dis, d'allumer votre caméra pour être en position d'auto-observateur de votre posture corporelle, de vérifier si vous regardez votre interlocuteur dans les yeux ou si vous êtes fuyant, d'écouter votre voix, vraiment de faire ce que je suis en train de vous dire de faire, eh bien, vous allez voir que rien que ça va vous aider à améliorer énormément et à beaucoup moins saborder ou saboter la qualité de vos relations. Troisième dimension, c'est notre tendance instinctive à interpréter systématiquement le sens des messages implicites. Alors, c'est quoi les messages implicites? Bon, peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, parce que bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique, je dirais. Le message explicite, c'est ce que je dis, hein, c'est donc les mots que j'utilise et qu'un enregistreur pourrait, je dirais, reproduire en verbatim. Avec l'intelligence artificielle maintenant, c'est de plus en plus facile d'avoir des sous-titres. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des sous-titres sous cette vidéo. Eh bien, les sous-titres, ce sont les messages explicites. Ce n'est rien d'autre. Dans les sous-titres, vous n'avez pas les messages implicites, vous n'avez pas les intonations, vous n'avez pas le rythme, vous n'avez pas la gestuelle, vous n'avez pas le regard, etc. Le message implicite, en fait, c'est le message sous-entendu. Le problème des relations de communication, c'est que entre le message explicite et le message implicite, comme le message explicite, ça ne représente que 7% des informations qui sont véhiculées, eh bien, c'est le message implicite qui est toujours plus fort, qui est toujours plus fortement entendu. Ben oui, puisque ça représente 93% des informations que vous recevez. Et donc, le problème, et c'est ça qui va saboter vos relations aussi, c'est que vous allez prendre ce que vous avez entendu et ce que vous avez interprété à travers le non-verbal et à travers les intonations comme étant le véritable message que la personne vient de vous envoyer, ou le véritable message que vous avez envoyé à la personne. Allez, je vous donne 3 exemples. Premier exemple. Je vous remercie. Merci d'écouter cette vidéo. Bon, vous entendez tout de suite que je ne suis pas heureux, je suis même peut-être fâché. Pourtant, je vous ai dit explicitement, je vous remercie. C'est ça le message explicite. C'est tel qu'un huissier de justice pourrait noter cela. C'est les sous-titres. Je vous remercie.
Deuxième exemple. Ouais, je vous fais confiance. Bon, vous avez tout de suite compris, hein? Ça c'est le message implicite, que je ne vous fais pas du tout confiance, que je suis méfiant vis-à-vis de vous. En quoi est-ce que ça va être un problème au niveau de la gestion des relations? C'est par la suite, si vous dites à l'autre « Ouais, mais j'ai bien senti dès le départ que tu étais méfiant. » Et l'autre va vous répondre « Mais comment ça? Je t'ai dit que je te faisais confiance quand même. » Ouais, mais enfin... Mais attends, est-ce que je t'ai dit, oui ou non, que je te faisais confiance? Oui. Bon alors, vous voyez, c'est là où on va être piégé dans la gestion de nos relations. Troisième exemple. Allez, bienvenue chez moi. Bon, c'est clair que on dirait que la visite ne vous fait pas du tout plaisir. Voilà, hein, je vous dis bienvenue, et pourtant je vous dis bienvenue chez moi. Bon, ma grand-mère disait... En tout cas, merci de votre visite. Une visite, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas en entrant, c'est en sortant. Voilà. Bon, alors, on passe au quatrième processus qui peut saboter ou saborder notre relation interpersonnelle. C'est notre recours, écoutez bien ça, notre recours préférentiel à l'écrit dans l'espoir de clarifier et d'apaiser nos relations difficiles. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai fait malheureusement très souvent l'expérience. C'est qu'à partir du moment où on utilise l'écrit en disant, mais comme ça l'écrit ça va être plus clair. Et il n'y aura pas d'ambiguïté. Eh bien, c'est là que j'ai eu les plus grands déboires sur le plan relationnel et c'est là où j'ai perdu plusieurs relations auxquelles je tenais. Pourquoi? Parce que, évidemment, pourquoi est-ce qu'on recourt très souvent à l'écrit quand la relation est dégradée? C'est parce que, en plus, ça nous fait peur de confronter l'autre verbalement, d'aller trouver l'autre et de lui dire « Écoute, là j'ai un truc à te dire. Est-ce que tu es disponible là pour que je te dise ce que j'ai à te dire ?» Et on se dit, si je lui écris, hein, en allumant une bougie, en écoutant de la musique douce, en me mettant en méditation, en choisissant les meilleurs mots, etc. Oui, mais rappelez-vous, les mots, ça ne représente que 7% de ce qui est écrit et de ce qui est communiqué. Ce qui veut dire que si la relation s'est dégradée entre votre interlocuteur et vous, et que vous lui écrivez une très belle lettre, qu'est-ce que lui va comprendre? Lui, il va lire votre lettre avec tous les implicites possibles. Et les implicites, évidemment, ce sera surtout coloré par l'ambiance relationnelle dans laquelle vous étiez juste la dernière fois, quand il y a eu un clash entre vous. Et donc, évidemment, vous auriez beau écrire, par exemple, je t'écris pour te dire que quand tu m'as répondu, j'en ai rien à foutre, je me suis senti vraiment rejeté et trahi. J'étais en colère parce que mon besoin d'être entendu était frustré. Et je voudrais que on se reparle. Là, vous avez fait un message 10 sur 10 inspiré de la communication non violente. Oui, mais un message comme ça, vous pourriez le lire en disant je t'écris pour te dire que quand tu m'as répondu, j'en ai rien à foutre. Je me suis senti rejeté, trahi. J'étais en colère parce que mon besoin d'être entendu était frustré. Et là, je te demande maintenant de... Vous vous rendez compte? Et ça, c'est le drame de l'écrit. C'est que effectivement, le même texte, je peux y plaquer tous les implicites possibles, inimaginables. Et donc, si évidemment la relation s'est dégradée avant, évidemment, ça va être coloré par la dégradation et l'ambiance relationnelle qui était là au moment de la rupture. Cinquième manière de s'aborder et de saboter la relation, c'est l'inconscience de nos besoins fondamentaux, l'inconscience de nos limites, de nos attentes, de nos intentions. En fait, très souvent, nous communiquons avec l'autre et on n'est pas du tout au clair avec quelles sont
à quel besoin j'essaye de répondre en communiquant avec l'autre? Qu'est-ce que j'attends de l'autre au moment où je communique avec l'autre? Ou qu'est-ce que j'ai comme projet, qu'est-ce que j'ai comme intention vis-à-vis de l'autre? Ou quelles sont mes limites aussi lorsque je communique avec l'autre? Si c'est vous qui dites à votre ami « Ah, tu sais pas encore ce que mon voisin m'a fait comme coup, c'est un salopard, nanana, etc. » peut-être que vous allez gonfler votre interlocuteur. Mais est-ce que vous êtes vraiment conscient à ce moment-là du besoin que vous essayez de satisfaire dans cette dynamique relationnelle? Est-ce que vous êtes conscient de l'attente que vous avez vis-à-vis de votre interlocuteur? Et si vous ne l'êtes pas, vous risquez d'abîmer et d'exaspérer, d'irriter votre interlocuteur parce que tout simplement, vous n'avez pas tenu compte de ce que nous appelons dans la dynamique relationnelle systémique le troisième niveau de la relation, dont la plupart des théories de communication ne parlent pas. La plupart des théories de communication parlent des messages explicites et des messages implicites et vous invitent à rendre les plus cohérents possibles le message explicite et le message implicite. Hein? Bon, mais on ne vous parle pas du fait que même si votre message explicite reflète votre message implicite, est-ce qu'il y a un besoin inconscient qui est en jeu dans cette situation? Si mon intention c'est d'imposer à l'autre mon besoin et mon désir, je risque de vivre des choses assez difficiles. Alors, une sixième façon de saboter et de s'aborder la qualité de nos relations, c'est le phénomène de ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, hein, en référence avec cette légende grecque. L'effet Pygmalion, en fait, c'est un phénomène où l'autre se comporte en conformité avec les projections que nous avons sur lui. Je vous donne un exemple. Et c'est un exemple dont j'ai été témoin, puisque il y avait un couple d'amis dont la femme avait vécu toute son enfance, toute son adolescence et sa jeune vie d'adulte jusqu'à ce qu'elle quitte ses parents, avec des parents qui étaient très intrusifs, qui ne lui permettaient aucune intimité au niveau de sa chambre, qui lui imposaient de ne jamais fermer sa chambre à clé, qui avaient même été des parents abuseurs psychologiquement. Et cette femme, lorsqu'elle s'est mariée, évidemment, elle a toujours eu peur qu'on viole son intimité. Bien entendu, elle a vécu avec des parents qui n'ont pas arrêté de violer son intimité, qui étaient des abuseurs psychologiques, qui ouvraient même les lettres de son premier amoureux, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce couple? Eh bien, cette femme, évidemment, elle était convaincue, à un moment donné, très vite, dans la relation, elle a fini par se convaincre que son mari l'espionnait. Pourquoi? Évidemment, parce que ce qu'elle avait connu pendant 25 ans, c'était des parents qui l'espionnaient, qui espionnaient son courrier, qui espionnaient ce qu'elle faisait dans sa chambre, qui espionnaient, etc., etc. Donc en fait, c'est assez normal de projeter sur quelqu'un de nouveau ce qu'on a vécu antérieurement. Donc, comme ses parents l'espionnaient, eh bien, très vite, elle s'est surprise à soupçonner son mari de l'espionner. Donc, du coup, évidemment, ce qu'elle a fait pour se protéger, c'est qu'elle a enfermé tout à clé et elle cachait tout. Hein, donc son carnet intime était dans une armoire fermée à double tour avec un cadenas, son propre bureau était fermé avec un cadenas, etc. Donc en fait c'était véritablement, et ça évidemment c'est le mari qui me l'a raconté par la suite, c'était véritablement mais le bunker là.
Vous voyez, il y avait des mots de passe sur son téléphone, sur son ordinateur, enfin, c'était vraiment l'enfer. Et évidemment, à un moment donné, voyant cela, le mari a commencé à soupçonner sa femme de lui cacher des choses, en disant, mais pourquoi est-ce qu'elle enferme son carnet intime? Pourquoi est-ce qu'elle ferme toutes ses armoires à clé? Pourquoi est-ce qu'elle met des mots de passe partout? Pourquoi est-ce qu'elle ferme son propre bureau à clé, etc. Donc il y avait plusieurs clés, etc. Ce qui fait que le mari a commencé à être insécurisé en disant, mais est-ce qu'elle n'aurait pas une double vie? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me tromper? Est-ce qu'elle n'a pas une relation cachée avec un autre homme? Et qu'est-ce que le mari a fait pour prendre soin de son besoin de sécurité, après avoir posé plusieurs fois la question à sa femme, et sa femme lui disait non, 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 non. Finalement, le mari a fini par fouiller dans les affaires de sa femme, un jour où sa femme n'avait pas tout fermé à clé pour une fois, et malheureusement, sa femme l'a surpris en train de fouiller dans ses affaires. Et donc, du coup, elle a eu la confirmation de ses soupçons. Ce qui fait qu'elle a été encore plus convaincue que son mari l'espionnait. Et malgré tous les efforts que son mari a fait pour la convaincre que oui, là c'était exceptionnel, parce qu'il était de plus en plus insécurisé, etc., elle n'a jamais changé sa vision des choses. Et donc finalement, c'est un couple qui a fini par divorcer parce que c'était devenu totalement infernal. Est-ce que vous voyez le cercle vicieux là qui s'est mis en place? Et est-ce que vous voyez l'effet Pygmalion? C'est-à-dire que cet homme, que je connais très bien, m'a avoué que dans les autres relations intimes qu'il avait eues avant et après ce mariage-là, jamais, jamais, jamais de sa vie, il n'avait ouvert le carnet intime de son amoureuse, de sa conjointe, de sa compagne, etc., qu'il ait été marié ou pas. Il dit, ça ne me ressemble pas. Mais là, j'ai été poussé à aller fouiller dans ses affaires et j'étais vraiment moi-même mal à l'aise et honteux de faire cela, mais c'était plus fort que moi parce que vraiment, j'étais de plus en plus insécurisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est que l'autre finit par se comporter en conformité avec les projections de sa femme. Donc le mari a fini par se comporter en conformité avec les projections de sa femme. Et ça nous arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Bien, allez, on continue. 7e façon de s'aborder et de saboter vos relations. Là, je vais aller un peu plus vite parce que ce sera l'objet de la vidéo 2 que je vous ai préparée. C'est notre volonté de contrôler les autres, de contrôler les situations, mais où nous allons récolter finalement souvent le contraire de ce que nous voulons obtenir. C'est ça qui est complètement fou. Hein, et ça, on aura l'occasion de passer en revue de façon détaillée les cercles vicieux qu'on peut mettre en place dans cette volonté de contrôle. Je vous donne juste un exemple. Quelqu'un qui a peur d'être abandonné et qui téléphone 10 fois par jour à son partenaire de vie en disant « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vas me quitter ?» etc. etc. Qu'est-ce qu'il va récolter à un moment donné? À force de vouloir contrôler le comportement de l'autre, l'autre va finir par foutre le camp. Autre exemple, si quelqu'un a besoin vraiment d'être reconnu, il va se mettre en avant en permanence. Plus cette personne va se mettre en avant, plus les autres vont dire « Bon, allez, dégage, là, on n'a plus envie de te voir. »
si j'ai envie de contrôler ma nouvelle relation amoureuse parce que j'ai un tel besoin d'amour, ça fait tellement longtemps que je ne suis plus en relation amoureuse, et là je viens de tomber sur quelqu'un de merveilleux, et je vais essayer de contrôler la relation de l'autre, donc je vais faire pression sur l'autre pour qu'il m'aime de plus en plus. Mais plus je vais être contrôlant, plus je vais faire pression sur l'autre, plus l'autre va dégager en disant « wow, 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 là je suis en train d'étouffer ». Et donc, plus la personne qui aura voulu contrôler la relation pour être aimée, plus elle va se sentir rejetée et plus elle va vivre des déboires amoureux et relationnels. Voilà, donc ça, ce sera l'objet de la vidéo numéro 2 que vous aurez l'occasion de voir dans quelques jours. 8e et avant-dernière façon de s'aborder les relations, c'est la répétition des mêmes comportements névrotiques qui engendrent les mêmes conséquences. Bon, ça c'est assez simple et c'est assez clair, mais je vais consacrer une vidéo complète, ce sera la vidéo numéro 3, où j'aurai l'occasion effectivement de vous présenter tous ces scénarios répétitifs, névrotiques ou traumatiques qui font que finalement j'obtiens le même résultat permanent. Je pense à cette femme qui disait toujours, qui reprochait à tout le monde de ne pas lui donner de la place. Elle se sentait toujours n'avoir aucune place dans les groupes, jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que finalement, c'était à elle qu'elle ne donnait pas de place. Autre exemple, j'ai connu une femme comme ça à Bruxelles, qui me disait « Oh, de toute façon, tous les patrons sont des arnaqueurs. C'est le 4e contrat que j'ai avec quelqu'un et où je ne suis jamais payé. » Et je dis « Donc, tu travailles pour quelqu'un et tu n'es pas payé. » « Oui, je suis freelance et c'est la 4e fois que j'ai offert mes services et finalement, je ne suis pas payé. Mais rassure-toi Jean-Jacques, la prochaine fois que j'ai un client comme ça qui me fait ce coup-là, eh bien, je l'attaque en justice et là, je me ferai payer. » Et alors, je lui avais répondu, évidemment, je dis, mais pourquoi tu ne fais pas ça maintenant, puisque l'affaire vient de se passer? Ah ouais, mais non, mais lui, de toute façon, c'est un arnaqueur. En fait, vous voyez, on peut vivre des situations répétitives où on se plaint du comportement des autres, alors qu'en réalité, c'est nous qui permettons à cette situation de se répéter. Quand elle dit « la prochaine fois, je ne me ferai plus avoir », ça veut dire qu'en réalité, elle ne règle jamais la situation qu'elle vit et elle le reporte chaque fois dans un futur hypothétique. 9e et dernière façon de s'aborder et de saboter nos relations, c'est notre peur de l'inconnu qui nous ramène systématiquement dans nos anciens schémas de comportement. Ben oui, parce que chaque fois que vous essayez de mettre en place un changement de comportement dans vos relations par exemple, comme c'est nouveau et comme c'est inconfortable, puisque évidemment vous ne maîtrisez pas encore les nouvelles stratégies de communication, les nouvelles stratégies de relations, etc., eh bien vous êtes maladroit, vous êtes inexpérimenté, vous avez même l'impression de ne plus être vous-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Et comme vous avez l'impression de ne plus être vous-même, eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire face à cet inconnu qui est en plus inconfortable, où vous vous sentez maladroit et où vous avez l'impression de ne plus être vous-même? Eh bien, vous allez revenir à vos anciennes stratégies de communication et de relation, même si vous savez très pertinemment que ces stratégies ne sont pas efficaces et ne sont pas susceptibles de créer des relations authentiques et respectueuses. Vous savez, c'est un peu comme... allez, ça fait... en tout cas, moi, je l'ai vécu. J'ai appris, quand j'étais adolescent, j'ai appris à jouer au tennis avec mon frère et avec 2 amis dont les parents avaient un terrain de tennis. Et donc, on était tous les 4 débutants et on tapait la balle comme des pelles à tarte, évidemment, mais à force de jouer tous les jours dans ce terrain de tennis,
on a fini par pouvoir quand même faire des matchs qui étaient amusants. Bien. Beaucoup plus tard, j'ai rencontré un professeur de tennis que j'ai trouvé fabuleux et j'ai commencé à suivre des cours de tennis chez lui. Ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur parce que, alors qu'avec ma pelle à tarte, j'étais capable de mettre quand même la balle là où je voulais qu'elle aille, à partir du moment où il m'a fait retravailler mon coup droit, mon revers, le positionnement de mon corps, mes volets, ma façon de servir, etc., eh bien, il n'y avait plus aucune balle qui passait convenablement, tout allait dans le filet, ou alors ça sortait du terrain, etc., etc. Et donc là, si j'avais pas eu le soutien de mon professeur de tennis à ce moment-là, eh bien, j'aurais abandonné et je serais revenu à mon ancienne façon de taper la balle. Mais je n'aurais jamais progressé non plus. Voyez ? Donc, vous avez bien compris que les théories de communication classiques n'intègrent pas ces facteurs inconscients dans leur approche et dans leur enseignement. Et c'est ça que nous allons faire ensemble dans les autres vidéos encore de cette série de formation, de vidéos de formation gratuites dans le cadre de l'Académie des relations authentiques. Alors nous arrivons à la conclusion de cette formation, de cette première vidéo de formation, en vous invitant à passer à l'action parce que, comme disait Carl Gustav Jung, qui est quelqu'un qui est une référence importante pour moi, pour vivre un véritable changement, il faut de la conscience. Alors, j'espère déjà que cette vidéo d'aujourd'hui vous a permis de faire des prises de conscience, mais après, il faut passer à l'action et il faut de la persévérance, c'est-à-dire répéter les actions que vous allez mettre en œuvre. Donc, ce que je vous invite à faire d'ici la fois prochaine, d'ici la deuxième vidéo, c'est de relire vos notes et de les résumer sur les pages de gauche. Mais vous pouvez aussi, évidemment, sur les pages de gauche, mettre des notes supplémentaires qui font le lien avec votre vie. Et d'ailleurs, je vais vous inviter aussi à tirer les enseignements de ce que vous avez entendu en lien avec votre vie et de les noter dans votre carnet à la suite des notes que vous avez prises aujourd'hui. Troisième chose que je vous invite à faire, c'est d'écrire sous cette vidéo ce qui a résonné, ce qui a trouvé une résonance à l'intérieur de vous et ce que ça a révélé de vous. C'est une façon, si vous voulez, d'enrichir la réflexion commune entre vous au niveau de toutes les personnes qui écoutent ces vidéos actuellement. Et je vous invite et je vous demande, ça c'est une demande explicite, de partager le lien de cette vidéo aux personnes à qui ça pourrait faire du bien, à qui vous pensez que effectivement ça pourrait être utile pour améliorer la qualité de ces relations. Voilà, alors sinon, ce que je vous invite à faire également en préparation de la deuxième vidéo, donc là vous allez préparer ça en mettant cela dans votre carnet également, c'est d'identifier les comportements où vous avez le plus l'impression d'essayer de contrôler les autres. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de ces scénarios de contrôle qui font que très souvent on obtient exactement le contraire de ce qu'on espérait obtenir. Eh bien, notez les principaux comportements où vous avez le plus l'impression d'essayer de contrôler les autres et de noter aussi peut-être les conséquences pour vous. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Voilà, comme ça, ça vous préparera déjà pour entendre la deuxième vidéo qui s'intitulera donc « En finir avec le contrôle pour survivre ». Je vous remercie énormément de votre attention et d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et prenez bien soin de vos relations d'ici là.